Question de preuve, la tribune électorale au Bâtonnat 2021. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée et fondateur de Rivercast Media, réseau qui héberge des balados, dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice, par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. L'épisode d'aujourd'hui sera présenté dans un format un peu différent puisque j'accueille la candidate et le candidat au poste de bâtonnier du Québec. Des élections ont lieu chaque année au barreau du Québec. Les dates clés des élections sont déterminées dans le règlement sur les élections au barreau du Québec, un règlement adopté en vertu de la loi sur le barreau et du Code des professions, et précisé dans les procédures d'élection pour les élections 2021 du barreau du Québec, un joli PDF très informatif, je dois dire. Comme d'habitude, tous les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. Les élections de cette année ont débuté le 2 mars 2021 et se termineront avec le dépouillement du scrutin le 14 mai 2021. La période électorale se termine le 3 mai à 23h59 et le scrutin débute le 4 mai 2021 pour se terminer, comme je l'ai déjà dit, le 14 mai 2021 à 16h cependant. Dans la minute qui va suivre, à 16h01, se déroulera le dépouillement du scrutin. Tous les membres du barreau peuvent voter pour la candidate ou le candidat au poste de bâtonnier du Québec. Simplement aller sur le site élection.barreau.qc.ca à compter du 4 mai 2021 à minuit 1. Pour vous situer dans le temps, cet épisode est diffusé à compter du 27 mars 2021 à une semaine du début du scrutin. Vous avez certainement reçu par courriel un avis concernant la procédure de vote électronique du barreau du Québec. Pour cet épisode, le format proposé à la candidate et au candidat au poste de bâtonnier du Québec est une entrevue sur 3 à 5 thèmes prédéfinis, tirés des programmes et propositions de chacun des candidats. L'entretien sera d'une durée totale d'environ 45 minutes, incluant 5 minutes de présentation avec mon intervention et 2 minutes de conclusion sans mon intervention. Ces rencontres avec la candidate et le candidat se veulent légères, un peu ludiques. Dans le but de vous les faire connaître, chers auditeurs, je n'arrêterai pas mes invités, ils pourront prendre le temps qu'ils veulent sur les sujets. Lorsqu'on sera autour de 45 minutes, je vais simplement leur demander de conclure. Les enregistrements se sont tenus le 23 avril 2021 et sont présentés dans cet épisode, un à la suite de l'autre. Un tirage au sort a déterminé l'ordre. Je n'ai effectué aucune édition des entrevues menées. Aucune publicité ne sera diffusée durant l'épisode. Le temps d'antenne est offert par Rivercast Media SA, la société propriétaire du balado Question de preuve. Moi aussi, mon temps est offert. Je tenais à offrir ma tribune pour faire connaître Maître Catherine Claveau et Maître Antoine Elwin, à faire connaître leurs intentions pour leur bâtonnat et vous rappeler, membres du barreau du Québec, de voter aux élections du 4 au 14 mai 2021. Alors sans plus tarder, je procède au tirage au sort afin de déterminer qui de Maître Catherine Claveau ou de Maître Antoine Elwin commencera l'épisode avec moi. Alors j'ai déterminé que Catherine Claveau serait face et que Antoine Elwin serait pile. Constance est à côté de moi, elle a un toonie dans les mains et elle va procéder au lancer de la pièce de monnaie. Attention. Et c'est pile. C'est un ours polaire. Alors, Antoine sera le premier et Catherine terminera l'épisode. Sans plus tarder, nous commençons. Alors, bonjour Antoine Elwin, merci de te joindre à moi et de participer à cet épisode un peu spécial de Questions de preuve. C'est pas dans mes habitudes de faire un show de cette façon-là, mais je pense que c'est important de partager avec les membres du barreau un peu vos visions à Catherine Claveau et toi. Alors, bienvenue. Merci Hugo. Peut-être que ça va te donner le goût d'avoir un podcast de nature politique. Il y a de la place, je pense, encore pour ça. Ouais, on va garder la mission là, pour l'instant de rester un petit peu au-dessus de la mêlée, puis on va pas trop se mêler de ça. Mais parle-moi de toi un peu. Donc, tu es avocat, mais ça ne te définit pas nécessairement. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi? Écoute, je te dirais, ça me définit en partie. Effectivement, pour moi, j'ai jamais envisagé faire d'autres choses dans la vie d'être avocat. Pas parce que je savais c'était quoi nécessairement, là, tu sais, on a comme une vision romancée là, de l'avocat, mais j'avais pas nécessairement un modèle. Tu sais, il y en a, c'est Perry Mason, ou tu sais, ils ont vu un avocat qui a été jeune puis ils veulent être avocat. Moi, aussi longtemps que je me souviens, je voulais être avocat, mais j'avais peu d'idées de ce que c'était être avocat. Moi, je viens d'une famille où il n'y a aucun juriste. Puis je viens d'un milieu, là, j'ai grandi dans l'Est de Montréal où il n'y avait pas des avocats à tous les coins de rue. Mais je savais que je voulais l'être. Puis j'ai comme réalisé, puis c'est peut-être un de mes traits de caractère, là, j'ai été assez têtu quand on m'a dit que j'avais le temps de changer d'idée pour essayer de démontrer que je n'allais pas changer d'idée. Donc, par esprit de contradiction,
j'ai suivi la trace pour devenir avocat tout le long sans me remettre en question. Je n'ai pas fait d'autres demandes à l'université. Moi, je m'en allais en droit. Heureusement, ça a bien viré. Là. Quand je suis rentré à la faculté de droit, je me suis rendu compte que j'étais à la bonne place. Là. Mais c'est quelque chose qui m'a accompagné tout le long. Mais écoute, ça reste que moi, ce qui me définit beaucoup plus, c'est ma famille. Je suis proche de mes parents, je suis proche de mes... J'ai 2 garçons, 8 et 12 ans. Je suis beaucoup plus fier d'être marié en mariant ça avec la pratique Mhm. que de toutes mes réalisations là, dans la pratique juridique. Là. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. T'es barreau, non, t'es rentré à l'Université de Montréal en 99. Oui, Barreau 2003, c'est ça? exactement. J'ai fait ça tout d'un coup, là, tu sais, cégep, université. Je suis allé faire un petit passage en France là, au sein de mon bac, là, mais j'ai tout fait ça tout d'un coup, là, fait que je suis arrivé avocat là, à 23 ans. Fasken 2004. Oui, j'ai fait 1 an à peu près après mon stage, là, j'ai changé de bureau pour joindre Fasken. Et ça ressemble à quoi un petit peu ta pratique quotidienne? Mais écoute, moi, c'est assez diversifié, autant au niveau de la clientèle que des domaines de pratique. Là. Dans ma clientèle, je vais autant aider les personnes physiques que des grandes entreprises à l'autre bout du spectre, en passant par tout ce qui est entre les deux, des OBNL, des organismes publics, des autres professionnels. Donc, j'ai une clientèle qui appartient à plusieurs milieux parce que j'ai une pratique qui est diversifiée. Là. Je fais du droit agricole, notamment là, aujourd'hui, j'étais dans la Régie des marchés agricoles. Comme tout le Je fais de monde. l'accès comme tout le monde, comme les 3 autres, les 7 autres avocats qui font ça dans la vie. Je fais de l'accès à l'information, fait que je suis souvent dans la commission d'accès à l'information. Je fais succession fiducie, donc plus devant les tribunaux civils. Donc, comme tu l'auras compris, j'ai une pratique de plaideur, donc de litige là, à travers ça. Puis j'adore la diversité de pratiques, la diversité de clientèle, puis aussi, ça me permet de me promener beaucoup. Là. Moi, j'aime ça. J'ai plaidé dans tous les districts judiciaires au Québec. Là. J'aime ça, avoir ce contact-là, puis de découvrir des nouveaux milieux, des nouveaux tribunaux, etc. J'ai même plaidé devant le tribunal des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles au fédéral, qui est un tribunal qui siège même pas à toutes les années. OK. Euh, ça ressemble un peu à ça. Là. Ça fait que je vais plaider d'un côté, je peux plaider dans un motel à Thetford Mines jusqu'à la Cour suprême du Canada. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et clientèle type, on en a parlé un petit peu. Dans le synopsis, qu'est-ce que j'ai partagé avec toi et Catherine, je vous demandais un petit peu de nous parler de vos implications sociales et ce que j'ai écrit, implications professionnelles, mais extracurriculaires. Donc, peut-être que tu peux m'en parler, puis ça nous mettra un peu la table pour qu'est-ce qui s'en vient au niveau de tes motivations, au niveau pour te présenter au bâtonnet. Ben, écoute, moi, je vais te dire un peu, en dehors du juridique, là, une des implications qui m'a intéressé beaucoup, là, j'en ai eu plusieurs au fil des années, ça a été sur le conseil d'administration de la LNI. Moi, j'ai commencé à faire de l'improvisation en secondaire 5. J'en ai fait au cégep de façon assez importante. C'était mon activité parascolaire là, préférée. Puis, j'en ai fait un peu à l'université. Mais ça m'a donné beaucoup d'outils pour devenir l'avocat que je suis là, aujourd'hui. La spontanéité, l'imagination, la créativité, c'est toutes des choses que j'ai cultivées dans l'improvisation. Puis la LNI, c'est la mère de toutes les ligues d'improvisation. C'est là que ça s'est créé. Fait que de participer au conseil d'administration, ça a été vraiment une super expérience pour moi. Je suis encore ambassadeur de la LNI aujourd'hui. Là, je continue à m'impliquer dans l'organisation. Puis d'ailleurs, je vais faire 2 secondes de publicité. Allez voir les produits que la LNI a sortis. Ils ont fait des produits numériques, là, 30 minutes là, d'improvisation avec un auteur qui les comédiens commencent une improvisation, ils n'ont aucune idée qui sont les personnages. Puis là, un auteur va leur dire en 1 minute c'est quoi le décor. Puis à travers différentes scènes, ils vont faire un épisode de 30 minutes. Fait que ça vient de sortir là. Donc, la LNI, ça a été quelque chose d'intéressant. Sinon, ben, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'implications dans le milieu juridique. Là. J'ai commencé, moi, en 2005 avec le conseil d'administration de l'École du barreau.
ce qui était le nouveau programme à l'époque, là, ce qui est maintenant devenu le vieux programme aujourd'hui, mais c'est toujours le même. Après ça, j'ai enseigné à l'École du barreau. J'ai été président de jeune barreau. J'ai été dans plein de comités. J'ai été au conseil d'administration du barreau du Québec pendant 5 ans, là, dont 2 années comme vice-président. Puis présentement, je suis sur le conseil d'administration de CanLII puis de Lexum. Donc, j'ai toujours une implication à quelque part là, dans le milieu juridique là, à un certain niveau. Là. Chez Canly avec mon ami Xavier. Exact. Là, si on peut peut-être faire le saut maintenant immédiatement, ben, on comprend un petit peu le parcours et peut-être que c'est un peu naturel là, d'aller au bâtonnat, mais tes motivations, si tu peux partager ça avec les membres du barreau. Écoute, tu sais, moi, j'ai adoré mon implication au barreau. Comme je disais, être avocat, c'est quelque chose qui me définit en partie. J'ai beaucoup à cœur la profession. Quand j'ai fini le conseil d'administration en 2019, je me disais peut-être un jour, mais avec le travail, la famille, tu te dis peut-être ça n'arrivera pas. Puis je voulais pas nécessairement être candidat au bâtonnat si j'étais pas la bonne personne, si j'avais pas un projet. Okay. Que je pensais que je serais une bonne personne à porter. Et cet été, avec la pandémie, il m'est apparu évident que le projet des 2 prochaines années, c'était la transformation technologique. Il faut qu'on prenne le virage comme profession. Et la pandémie crée des conditions gagnantes pour qu'il y ait une ouverture à changer. Parce que j'ai essayé, quand j'étais au conseil d'administration, j'ai essayé certains projets, là, puis j'ai essayé de pousser pour la transformation numérique. Moi-même, ça fait plusieurs années que j'y crois dans ma pratique. Là. Je suis un avocat sans papier depuis plusieurs années. J'ai plus de dossier physique. Mais il y avait peu d'appétit. Le ministère de la Justice a englouti des millions dans des projets de transformation numérique qui n'ont pas abouti, là, 2 fois. Les avocats n'étaient pas prêts. La magistrature non plus, je sentais qu'ils n'étaient pas prêts. J'ai fait un projet là, d'info nuagique sécurisé, puis de courriel sécurisé là, avec les comptables et les notaires. C'est moi qui ai l'idée pour le barreau du Québec. Ça s'appelle professionnumérique.ca. C'est disponible là, maintenant. Mais c'est ça. Je sentais qu'il y avait peu d'avenant. Puis avec la pandémie, l'occasion est là, puis je veux qu'on la saisisse. Puis je veux aussi qu'on mette l'avocat impliqué dans le milieu des décisions qui se prennent actuellement. Avec le projet Lexius qui doit atterrir en avril 2023, les 2 prochaines années sont critiques. Il ne faut pas juste que ça soit pensé en fonction des besoins du ministère ou de la magistrature. Les avocats, les principaux utilisateurs du système, il faut qu'on soit là. C'est ça qui m'a interpellé pour dire peut-être c'est l'occasion que j'y aille. J'ai réussi à convaincre mes associés, j'ai réussi à convaincre mon épouse que c'était une bonne idée. Ce qui n'a pas été nécessairement facile, là, ces 2 étapes-là. Mais j'avais la conviction que s'il y a quelque chose que je peux contribuer au barreau, c'est là le bon moment. Donc, c'est ce qui m'a décidé là, de faire le saut pour la candidature. Ça fait un peu le lien ou le bon avec le premier thème là, que tu nous as suggéré. Donc, maintenant qu'on en sait un peu plus, dans ma proposition que je vous ai faite à Catherine et à toi pour cette tribune électorale, je t'ai demandé de me donner 3 à 5 thèmes sur lesquels tu voudrais partager avec nos auditeurs, membres du barreau, et échanger évidemment avec moi. Toi, tu as identifié 3 thèmes et tu m'as laissé le choix d'en choisir 2. Ce que j'ai fait. Donc, avant d'y aller avec les 3 thèmes que tu as choisis et qui sont tirés de ta plateforme, là, le lien sera mis sur les notes de l'épisode, peux-tu me dire, donc avant de parler des thèmes, peux-tu me dire pourquoi tu as identifié ces 3-là? Moi, j'ai bâti ma plateforme en fonction de ce que je pensais qui était important pour le futur de la profession. Donc, en fait, j'ai 10 thèmes dans ma plateforme. J'en ai 5 qui sont vraiment qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la profession de demain. Dans 15-20 ans, là, où est-ce qu'on veut être rendu? C'est pas nécessairement facile. Puis en campagne électorale, c'est à peu près le seul moment où on a le temps de prendre un pas de recul puis de faire des projets plus constructifs, puis peut-être des projets qui vont prendre plus que 2 ans. C'est des mandats de 2 ans maintenant, là, au bâtonnier, là. Donc, pour moi, c'était clair que s'il y a une discussion qui était importante à avoir, c'est ces projets-là. C'est les projets de dire, nous, là, comme profession,
on peut agir, on peut faire des choix aujourd'hui qui vont avoir un impact sur où on s'en va, puis pour que les avocats, on demeure pertinents puis au centre des préoccupations juridiques de la population québécoise. C'est pour ça que c'est venu naturellement, là, ces trois thèmes-là, là, pour qu'on en parle. Bon, de mon côté, j'ai choisi 2 thèmes, comme je vous ai dit. Je vais expliquer mes choix. Ce sont 2 thèmes qui s'entrecoupent avec ceux de Catherine Claveau. Alors, je ne voulais pas y aller nécessairement de mes propres choix. Bon, il y a plein de choses là-dedans qui m'intéressent toujours, mais je voulais qu'on soit en mesure de vous entendre tous les deux quant à ces thèmes. Donc, ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, Antoine Elwin, tes 3 thèmes à toi: transformation technologique de notre profession; le deuxième, éducation juridique pour tous; le troisième, l'école du barreau et sa clinique juridique. Et pour ma part, ceux que j'ai choisis en lien avec les thèmes de Catherine Claveau sont la promotion de la diversité pour une profession plus inclusive et, cinquièmement, raviver le sentiment d'appartenance. Donc, sans plus tarder, entretiens-nous sur le thème transformation technologique pour la profession. Comme j'ai introduit tantôt, on a un système de justice, puis je ne veux pas qu'on parle juste du système judiciaire, OK? Parce que je pense que comme avocat, on a la responsabilité également dans tous les services qu'on rend là, d'être innovant, de mieux rendre service aux clients. Moi, je regarde mes collègues là, qui font du droit corporatif, là, qui ont introduit des logiciels d'intelligence artificielle à leur pratique pour analyser des documents, qui commencent à regarder de façon de plus en plus sérieuse les contrats à coller à la chaîne de blocs pour l'exécution de contrats automatisés. Fait que je pense que comme profession, on a du travail à faire parce que si on ne le fait pas nous, il y a d'autres professionnels qui vont l'offrir, ces services-là, qui vont trouver moyen d'être plus innovants puis d'offrir un soutien aux clients qui répond mieux à leurs besoins. Mais quand on regarde le système judiciaire, je ne suis pas sûr que si Champlain revenait aujourd'hui en Amérique du Nord puis il libérait nos salles de cours, qui serait très surpris ou très étonné de la façon dont on fonctionne. On a encore des dossiers papier, on est encore très traditionnel dans notre façon. On a une profession qui est conservatrice, on n'évolue pas là, rapidement. C'est un gros bateau, là, le système judiciaire. Et il y a un décalage. Il y a un décalage. C'est difficile de comprendre en 2021 quand on explique à nos clients qu'on n'a pas une justice sur rendez-vous. Puis qu'encore aujourd'hui, on va aller s'asseoir au palais de justice pour attendre notre tour. Puis attendre notre tour pendant 3, 4 heures des fois. Il n'y a pas de raison avec la technologie qui existe là, que ça soit encore le cas. Et c'est ce qu'on a vu cette année avec l'utilisation de la visio. Là, moi, je ne suis pas un fan de faire des procès par visio. Là. On va revenir en salle de cours pour faire des procès. Mais la chambre de pratique, en visio, au bureau ou quand c'est notre tour, on y va. C'est pas encore parfait. Là. Tous ceux qui sont allés en chambre de pratique, c'est encore un petit peu le bordel, mais on se rapproche d'une solution de justice sur rendez-vous. Puis ça, pour moi, l'avenir de la profession, là, parce que c'est un peu là-dessus que je le rattache, c'est des services à valeur ajoutée pour l'avocat, donc on va aider plus de gens. Chaque avocat va pouvoir aider plus de personnes parce qu'on va se concentrer sur notre travail à valeur ajoutée. Puis notre travail à valeur ajoutée, c'est rarement d'attendre dans une salle que ce soit notre tour. Fait que c'est un peu ça. Puis il y a une convergence de plusieurs éléments présentement. La pandémie en est une importante. Le projet Lexus aussi. On a le greffe numérique qui est arrivé là, en juin l'année passée. On a le code de déontologie qui a été modifié en novembre 2020. Puis ça, c'est une modification qu'on avait votée il y a quelques années, là, quand j'étais au conseil, là, où les avocats doivent avoir une connaissance des technologies de l'information qu'ils utilisent dans le cadre de ces activités professionnelles. Donc, de plus en plus, on avance puis on voit que c'est inéluctable. Il faut qu'on progresse là-dedans. Donc, c'est l'échange de bonnes pratiques, pas juste au Québec, mais à travers le monde. C'est de prendre le virage du dossier numérique, c'est d'arrêter de penser que le primitif est un service de financement pour l'État. L'information doit être décloisonnée. Et c'est accompagner nos membres. C'est pas tout le monde qui est au même niveau, hein. Je sais que toi, tu es super intéressé par les questions technologiques.
mais à tous les jours, on côtoie nos collègues qui ne le sont pas. Mais eux aussi, il faut qu'ils suivent. Ça veut dire que le barreau doit pouvoir amener tous ces gens-là, tous ces avocats-là, dans 2 ans, à imaginer qu'ils peuvent se servir d'un dossier judiciaire numérique. Donc, c'est beaucoup de choses à faire, puis c'est clairement ça qui va être le moteur, la priorité des 2 prochaines années. Peu importe qui va être élu, on ne pourra pas en faire l'économie, là, c'est ça qui s'en vient. Ouais, c'est le 31 mars 2023, je pense, ou le 1er mars 2023 pour le projet de Lexius. Donc, on ne peut pas le contourner. Merci pour ça, c'est intéressant parce qu'il y a le volet un peu formation que tu me dis tout le temps, donc il faut donc former les avocats à ça. Et ton deuxième thème, qui est un peu en lien avec la formation ou l'éducation, tu nous parles de l'éducation juridique pour tous. Au départ, lorsque j'ai lu ton programme, puis tu fais juste regarder les points de forme comme ça, tu penses que ça a un peu rapport avec l'école du barreau, mais c'est beaucoup plus large que ça. Je t'en remercie. Puis si tu peux nous entretenir un peu là-dessus. Juste pour finir sur la transformation technologique puis l'éducation, là, pendant que tu fais ce lien-là, je t'en prie. La semaine passée, le professeur Desiel faisait un lancement de son travail de recherche sur la formation des juristes là, par rapport aux technologies. Puis c'était vraiment intéressant de voir comment est-ce que la formation à l'université, la formation à l'école du barreau, la formation continue étaient complémentaires en visant des objectifs différents. Fait que donc, il faut appuyer ça, puis à l'université, on développe une vision critique. À l'école du barreau, on apprend les outils techniques de base, on va en reparler tantôt. Puis après ça, en formation continue, il faut qu'on développe cette connaissance-là, cette sensibilisation pour, oui, appuyer nos clients, mais aussi être conscient des risques et de comment est-ce qu'on peut bien servir nos clients. Pour ce qui est de l'éducation juridique pour tous, moi, j'ai eu la chance là, d'être sur le conseil d'administration d'Éducalois. Puis, dans le cadre de la dernière semaine d'éducation juridique, là, je donnais un atelier au secondaire là, dans une école polyvalente de Gatineau. Pour moi, je l'ai vu là, en première ligne, à quel point la formation juridique fait une différence dans la vie des citoyens. Puis l'analogie que je fais souvent, c'est si tu joues à un jeu de société, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Regarder les instructions. Ben, c'est ça. C'est de lire les règles. Nous, là, on vit en société, puis on ne regarde jamais c'est quoi les règles pour la vie en société. La seule chose que tu vas aller voir, c'est si tu veux un permis de conduire, tu vas t'informer un peu sur le code de la sécurité routière. Mais à part ça, là, tu n'as aucun besoin de t'éduquer sur les règles en société, comment fonctionne le système juridique, comment on adopte des lois. On apprend un peu sur le tas. Dépendant de notre milieu, on est plus ou moins chanceux d'avoir plus d'informations ou moins, dépendant de notre entourage, etc. Mais moi, je pense qu'il y a une connaissance de base que chaque citoyen doit avoir. Je suis convaincu aussi que ça valorise le système de justice, ça valorise les avocats, que les citoyens connaissent leurs droits, connaissent leurs responsabilités, parce que c'est ça qui fait qu'on peut vivre ensemble. La seule raison pour qu'on est capable de vivre en société, c'est parce qu'on se dote de règles pour vivre ensemble. Sinon, les conflits se régleraient à coups de poing sur la gueule, puis on serait pas capable de maintenir une vie dans la société au-delà d'un groupe qui est assez restreint pour que tout le monde se connaisse et développe des relations ensemble. Mais ça, c'est le contexte. C'est quoi comment on fait pour appliquer ça? On donne des cours sur le Code civil du Québec? Non. Pour moi, il faut que le droit s'intègre à la vie. OK? Puis, c'est l'approche qu'Éducalois a développée là, depuis 20 ans environ, là, Éducalois, là, que ça a été créé, là, notamment par le Barreau du Québec. C'est de faire du sens, puis rattacher ce qu'on apprend puis là, pour l'instant, on se concentre sur le secondaire. Puis d'ailleurs, j'étais content de voir, il y a un sondage récemment là, qui disait que 92% des Québécois est en faveur de faire une formation juridique au secondaire, d'intégrer de la formation juridique au secondaire. C'est quand tu arrives dans ton cours d'histoire, puis tu parles de constitution, puis tu parles de traité, ben là, tu vas regarder au niveau juridique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est une constitution?
puis c'est quoi les effets que ça a. Donc, de rattacher ça à ce que tu fais en mathématiques, tu peux, à un moment donné, prendre un détour puis parler de contrat. Donc, tu sais, il y a des occasions où tu peux rentrer du contenu juridique, puis d'avoir des ateliers dans un cours de français ou quoi que ce soit, et de rattacher ça, dans le fond, à la vraie vie. Puis que, bon, le système juridique, c'est pas nécessairement la matière la plus excitante qui soit. Ça peut être aride des fois, mais quand tu le rends pratique, ben là, ça devient intéressant. Là. Tu sais, tu peux parler de rapports sociaux, puis à un moment donné, tu parles de tout ce qui est les rapports matrimoniaux, puis les règles qui nous gouvernent, puis comment ça fonctionne. Puis, tu sais, je veux dire, il y a la moitié des enfants là, qui vivent avec des parents séparés, mais je ne pense pas que les parents expliquent exactement ce que c'est une pension alimentaire. En tout cas, pas de façon positive. Fait que, tu sais, d'avoir ces discussions-là avec les élèves du secondaire, c'est super enrichissant, puis ça les prépare à être des meilleurs citoyens, pour moi. Là. Tout à fait, tout à fait. Éducalois, donc c'est en 2000 que ça a été fondé, donc tu as raison, 20 ans, 21 ans. Et là, ce qu'on regarde un petit peu, les deux premiers thèmes, il y a tout le temps un volet éducation, puis évidemment, ça rentre dans le mandat du Barreau du Québec de protéger les intérêts du public. Et là, tu t'en vas une étape plus loin, encore un peu une continuité du thème précédent. Tu nous parles de l'école du barreau et sa clinique juridique. Tu dis tantôt en intro que ça fait quand même plusieurs années que le nouveau programme qui est rendu maintenant un vieux programme est en place. Qu'est-ce que tu as à proposer aux membres du barreau au sujet de l'école du barreau et sa clinique juridique? Ben, on va le prendre en deux temps. Premièrement, l'école du barreau, c'est le temps d'accoucher. Moi, ça fait depuis au moins 2015, OK, que je suis impliqué là, de près ou de loin dans la réforme de l'école du barreau qui a avancé, qui a reculé, réflexion, etc. On a un projet d'école qui est beaucoup plus basé sur la pratique, sur le contexte où les avocats travaillent dans la vraie vie, là, de manière électronique, en utilisant un modèle, en le modifiant, etc. Puis dans un apprentissage qui est plus de coaching puis des évaluations qui ne sont pas nécessairement notées. Là. C'est juste des évaluations, oui, tu as atteint le niveau, tu peux passer à la prochaine étape, etc. Je pense que le programme est vraiment intéressant. Puis il se rapproche beaucoup plus du développement des habiletés, qui pour moi est la mission de l'école. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, je veux qu'on se décolle des grandes réformes parce que des grandes réformes, c'est long. Puis tous les milieux d'éducation fonctionnent en amélioration continue. Ils ne font pas à chaque 15 ans, on scrape le programme puis on repart à nouveau. Puis avec le balancier là, qui part tout le temps d'un bout à l'autre, là, parce que le focus du nouveau programme, c'est de corriger ce qu'on n'aime pas dans le programme actuel, mais là, on s'en va de l'autre bord. Fait que on a été. Probablement que tu étais comme moi du temps des 6 examens, là, qui était vraiment sur le contenu. Fait que là, après ça, on essaie de passer plus pratique. Fait que ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Là. Après qu'on a livré le nouveau programme, là, on y va en amélioration continue, là, pas dans des grands chantiers là, qui peuvent être très longs à mettre en place. Là, comme je te disais, en 2015, on a des super bonnes idées qui ne sont pas en vigueur en 2021. Fait que ça me donne un peu l'idée. Mais mettons ça de côté parce que moi, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est l'intégration d'une clinique juridique à l'école du barreau. Puis pour moi, c'est gagnant à plusieurs niveaux. C'est de mettre nos étudiants de l'école du barreau devant des clients pour une meilleure formation, pour faire en sorte qu'ils soient mieux préparés à la vraie vie du stage, développer l'empathie. Développer le souci de trouver des solutions pour le client. Tu sais, une éducation juridique, là, c'est une vision très théorique là, de la vie en société, alors que la réalité pratique que toi et moi, on vit dans tous les jours, c'est de trouver des solutions pour les clients. Fait que ça, j'aimerais ça qu'on commence à l'école du barreau. Et c'est des services juridiques pour la population. Des services juridiques qui ne seraient pas desservis par ailleurs. Parce que l'idée, c'est pas de commencer à compétitionner là, les avocats qui sont déjà qui offrent déjà leurs services. Donc, c'est fournir des bras pour des cliniques juridiques, par exemple, qui existent déjà, ou c'est de développer des offres
le projet qui m'interpelle le plus, c'est d'envoyer nos étudiants plaider devant la division des petites créances de la Cour du Québec. Donc, c'est un milieu où les avocats ne sont pas admis présentement, où ça peut être où les juges pourraient bénéficier du fait qu'il y ait une structure, qu'il y ait un peu plus d'organisation des dossiers. C'est des dossiers qui monétairement, vaudraient peut-être pas nécessairement la peine aussi d'impliquer un avocat. Fait envoyons nos étudiants de l'école sous supervision pour aller plaider ces dossiers-là pour les gens qui accepteront là, d'avoir cette aide-là. Là, fait, donc, moi, c'est vraiment c'est de la coordination, c'est du travail, tout C'est ça. l'article 128 aussi au niveau des actes illégaux. Il faut faire Ah, attention. écoute, ça veut dire des modifications réglementaires. Là, en fait, le barreau a le pouvoir de donner des dispenses à certains groupes. Là, si on a la mobilisation des acteurs, on va trouver la façon de modifier le règlement ou la loi à la bonne place pour que ça se fasse. Mais c'est surtout de lancer le message que l'ordre professionnel est prêt aussi à trouver des solutions pour la société en général, pour la protection du public aussi, en développant des offres de services comme ça. Tout à fait. Ça m'a toujours, quand on regarde les cliniques juridiques que le barreau fait, là, à l'époque où on avait le droit de se rassembler, mais au complexe des jardins ou au téléphone ou des choses comme ça a Oui, toujours été quelque chose qui me piquait ma curiosité, la façon qu'on était pour faire ça, puis comment intégrer ça, grosso modo, 365 jours par année. Il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas aider la population plus grandement de ce côté-là. C'est intéressant, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects de formation, puis évidemment, bon, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, ou même ici à question de preuve. Et au niveau des deux thèmes que tu m'as demandé, à brûle pour point, de choisir pour toi, bon, les deux que j'ai choisis ont un lien avec ceux de Catherine Claveau, mais j'aimerais ça qu'on commence immédiatement quelque chose qui est un peu plus d'actualité, puis qui est peut-être plus difficile à discuter ou à élaborer un plan au niveau de la diversité et de l'inclusion. oui. Écoute, effectivement, c'est un thème qui est chargé émotivement. On a vu, là, on ne peut pas ne pas être touché là, par ce qui se passe là, dans la société, là, des exemples de racisme puis de discrimination. Puis, heureusement, les téléphones intelligents nous permettent d'être témoins de ça, puis de sensibiliser davantage. C'est dommage que ça prenne des événements comme ça là, pour qu'on se dise que c'est pas correct d'être raciste. Moi, j'ai grandi dans un milieu très mixte, là, dans l'Est de Montréal, puis j'étais un joueur de basket, fait que j'étais souvent avec des gens de plusieurs nationalités, puis pour moi, c'était normal. Pour moi, la vie en société, ça fait partie de ça, cette mixité-là. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, visiblement. Puis encore, le fait qu'on parle encore de concept de race en 2021, c'est un peu aberrant. Là, on est on est tous de la même race humaine. Il n'y a pas d'affaire de classer les gens selon la couleur de leur peau ou leur origine ethnique, mais ça arrive. Puis le barreau du Québec, on a toujours été au premier rang pour dénoncer les inégalités. Maintenant, on le sait qu'il y a du racisme, on sait qu'il y a de la discrimination, on sait que la profession n'est pas facilement accessible à tous les groupes. On sait aussi que même arrivé dans la profession, l'ascension dans la profession, si je peux appeler comme ça, n'est pas aussi facile parce que ça dépend beaucoup de notre réseautage. Donc, ça fait partie de notre facilité de progresser dans la profession, c'est de réseauter à l'intérieur de la profession puis dans la société en général. Puis c'est ce que les gens qui sont discriminés puis racisés ont le plus de difficultés à faire. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement un groupe à laquelle se rattacher, ils ne sont pas nécessairement aussi faciles, mais c'est pas aussi facile de s'intégrer. Même chose pour les Premières Nations, les communautés autochtones. Là, il y a des barrières systémiques qui font que, avec la langue, la distance, ils ne peuvent pas s'intégrer aussi facilement. La problématique est assez claire. Les solutions sont beaucoup plus difficiles à élaborer. Mais moi, je vais être un allié là-dedans. Je veux que le barreau, on travaille là-dessus, puis qu'on voit comment nous, comme organisation, comme institution, on peut travailler pour aider à améliorer la situation. J'ai consulté plusieurs personnes
plusieurs groupes qui sont touchés par ces enjeux de diversité-là. Là. Je pense qu'on se rend tous compte de la problématique, on se rend tous compte qu'il n'y a pas de solution magique. Ça prend des modèles, ça prend des messages forts, des messages clairs, ça prend de la cohésion. Puis, moi, je peux certainement mettre à l'avant-plan le fait d'avoir un porte-parole qui est fortement engagé là-dedans pour lancer un message, lancer des travaux pour qu'on, nous, comme barreau, on ait des politiques, mais aussi ouvrir la porte que tout le monde puisse amener ses idées, puis ses bonnes idées pour qu'on essaye d'avancer. Puis, puis on peut aussi continuer à mieux chiffrer les admissions. Le barreau, des fois, sort des rapports, mais si on le faisait plus en continu, on verrait comment ça progresse. Puis on pourrait se forcer aussi, notamment, on fait des nominations de comités au barreau. Si on gardait le score plus proche de nous, à savoir comment est-ce qu'on fait en matière de diversité, ben, ça va nous forcer à faire mieux aussi. Donc, c'est une série d'actions. Il y a la commission Vient, qui est la commission Vérité et Réconciliation, auquel le barreau a participé dans les deux cas, qui ont des recommandations qu'il faut mettre en place aussi. Il ne faut pas qu'on lâche non plus nos citoyens dans le nord du Québec. Là. La justice dans le Nord, c'est l'injustice dans le Nord, là, dans le fond. La cour itinérante avant que ça. En tout cas. C'est incroyable. Là. Imagine, du jour au lendemain, là, je te dis, à partir de maintenant, on va se faire juger ici à Montréal par des juges qui vont venir d'Angleterre, des avocats qui vont venir d'Angleterre, des huissiers qui vont venir d'Angleterre, qui vont débarquer ici, vont s'installer dans une salle, ils vont te convoquer, puis ils vont te rendre justice, puis si tu es incarcéré, ils vont te ramener avec eux dans l'avion pour aller en Angleterre. Ben, le monde dans le Nord, là, c'est à peu près ça qu'ils vivent, parce que c'est aussi loin pour eux venir à Saint-Jérôme, là, où souvent ils sont incarcérés, que nous aller en Angleterre. Puis c'est des tribunaux dans lesquels ils ne se retrouvent pas, ils ne se reconnaissent pas. Fait que c'est pas juste le manque de service, c'est le manque de légitimité qui est criant. Là. Donc, on ne peut pas rester insensible à ça. Puis il faut qu'on continue à pousser sur le gouvernement, à pousser sur les différents groupes, à garder ce sujet-là à l'ordre du jour là, pour qu'on avance. Ça ne fait pas partie du synopsis. J'interviens quand même, je te pose une question. Il y a assez d'hommes blancs privilégiés comme toi et moi dans la pratique. Est-ce que ça doit passer par nous autres, cette inclusion-là? Moi, je pense qu'il faut que ça passe par tout le monde. Okay. Tu sais, la seule façon où la discrimination puis le racisme doit arrêter, c'est quand il va y avoir suffisamment d'alliés pour que ça arrête. Parce que les groupes minoritaires par eux-mêmes, ils ne parviendront pas. Parce que par définition, ils sont minoritaires. Puis, je vais te donner l'exemple. On a vu là, dans Droit Inc. Là, un exemple de Julia Yu, une avocate d'origine chinoise qui a été victime de racisme. Là, à côté de son bureau, là, une femme là, qui l'accusait quasiment de faire partie de ceux qui ont créé le virus chinois là, qui est la COVID. Puis, tu sais, j'ai eu l'occasion de parler avec elle, puis j'ai même fait une entrevue là, que j'ai mis en ligne. Puis, moi, ce que je trouvais qui était le plus terrible dans cette histoire-là, c'est pas cette femme-là qui tenait des propos qui étaient complètement inacceptables, mais c'est les autres personnes qui étaient sur place qui n'ont rien dit. Tu sais, puis le fait de ne pas parler, c'est de prendre position. Puis si ces gens-là étaient des alliés, ce genre de geste-là trouverait pas sa légitimité. Mais dans le silence des autres personnes qui étaient là au moment de l'incident, ben, cette personne-là peut se sentir après ça légitime parce qu'il n'y a personne qui l'a contesté sur son comportement. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on fasse partie de la solution, toi puis moi, Hugo. Merci. Julia Yu, je vais vous parler de mardi dernier sur Droit Inc. Si vous faites une recherche, je vais vous parler de mardi dernier, vous allez la voir là. Et j'ai promis de ne pas faire d'annonce. Donc, ce n'est pas une annonce, mais c'est plus une façon de vous
diriger vers l'épisode 10 de Questions de preuve sur justement le rapport de la commission Vien. C'est un épisode qui s'appelle Écoute, réconciliation et j'y vais de mémoire, et progrès. C'était avec Geneviève Richard, là, qui siège sur le comité autochtone du Barreau du Québec, et maître Sébastien Brodeur-Girard, qui est un prof à l'UQAT spécialisé en affaires autochtones. Donc, puisqu'on en a parlé, j'ai dit, c'est pas une mauvaise idée de dire qu'il y a des choses qui se font au Barreau du Québec pour les communautés autochtones. Pour terminer, sur ton cinquième thème que je t'ai choisi, raviver le sentiment d'appartenance des avocates et des avocats à la profession. Je dois dire que c'est clair que tu as une fierté avouée d'être avocat. Ça paraît, tu es un bon cheerleader. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu vois au niveau des membres pour raviver justement ça, ce sentiment d'appartenance? Ce thème-là naît de deux éléments, OK? Mm-hmm. Premièrement, on a une profession qui est très hétérogène, OK? Contrairement à d'autres ordres professionnels où il y a un profil typique là, de membres, là, les avocats, on est dans plein de secteurs. Okay? On a la moitié du monde qui plaide, la moitié qui ne plaide pas. Il y a des gens là-dedans, il y a des membres là-dedans qui sont appelés à ne jamais se croiser. Okay? On a des criminalistes d'un côté, on a des avocats en immigration, on a des familialistes, on a des avocats qui écrivent des lois à Québec, on a des avocats qui font du transactionnel. Moi, je suis chanceux parce que j'ai eu l'occasion un peu d'échanger avec tout ce monde-là. Je suis dans un bureau qui a une pratique très multidisciplinaire où les gens travaillent, tu sais, même si on ne se croise pas dans le cadre de nos pratiques, ben, par la force des choses, j'ai l'occasion d'apprendre un peu plus là, sur la réalité de mes collègues. Puis donc, on a beaucoup d'îlots, là, de groupes dans la profession. Puis aussi, on est rendu une grosse profession, là, à presque 28 000 membres. On n'est plus là, une gang, là, c'est beaucoup de gangs. Fait que ça, c'est une chose, mais on est tous liés par la même formation, les mêmes principes, la même éthique, le même devoir de faire rouler la société par nos différents rôles là, dans la grande roue là, des enjeux juridiques. Et l'autre chose, c'est notre ordre professionnel n'est pas une association. Okay? On n'est pas là pour défendre les intérêts des avocats. Ce n'est pas nécessairement tout le temps bien compris. Parce qu'on n'a pas, contrairement à, par exemple, la profession médicale qui a des associations fortes, on n'a pas ce même type de dynamique-là. Puis même là, tu sais, j'ai lu là, récemment, le Collège des médecins avait fait des sondages auprès des membres et de la population, puis même dans leur contexte, c'est pas bien compris que l'ordre professionnel n'a pas un rôle de représentation des intérêts de ses membres. Fait que ces deux constats-là, ça fait en sorte que, ben, le barreau doit connecter avec ses membres. Si on veut avoir une cohésion dans l'éthique, la déontologie, il faut que les membres se connectent avec le barreau puis ils reconnaissent, dans le fond, le travail qui est fait. Mm-hmm. Puis d'un autre côté, il faut qu'on travaille avec les associations d'avocats pour bien compléter nos deux rôles. Parce que nos jobs ne sont pas tout le temps en contradiction. Je pense qu'on peut travailler en cohésion, mais il faut que ça soit clair. Puis plus que je travaille avec des associations d'avocats, puis je suis de barreau, mieux la protection du public va se porter, puis mieux les avocats vont se porter parce qu'ils vont trouver dans leurs associations des gens pour bien les représenter. Mm-hmm. On a un modèle qui est assez éclaté au barreau, dont on a plus des associations sectorielles. Il y en a plusieurs. Là. Puis après ça, tu as une association des avocats de province. Tu as l'association professionnelle des avocats et avocates qui a vocation, elle, de représenter l'ensemble des membres, mais plus dans un contexte plus de représentation des intérêts socio-économiques, vraiment assumé là-dessus. Fait que il y a l'ABC à travers ça. Donc, il y a les avocats de la défense, le DPCP. Ben, c'est ça, tous les avocats, les associations sectorielles, famille, défense, immigration,
Euh, écoute, il y en a plusieurs. Là. Il y a le droit carcéral, il y a le droit d'auteur, propriété intellectuelle. Donc, tu as plusieurs groupes à travers ça. Et je pense qu'il y a une Donc, association des avocats en entreprise aussi, si je me souviens bien. il y a ça, puis il y a aussi il y a un autre groupe d'associations en entreprises nationales. Donc, des fois, ça se recoupe aussi. Puis là, des fois, tu en as une qui est Québec, tu en as une qui est Montréal. Donc, il y a plusieurs groupes donc, qui circulent autour du barreau. Fait que, moi, tu sais, puis je vais donner l'exemple des tarifs d'aide juridique, OK, qui est un exemple assez patent de l'espèce de confusion là, qui peut être animée. Présentement, c'est encore le barreau du Québec qui négocie les tarifs d'aide juridique pour les mandats privés. Parce que les mandats publics sont faits par la Commission de services juridiques là, avec les 400 avocats permanents là, de l'aide juridique répartis partout au Québec. Mais les mandats privés, qui comptent à peu près la moitié des mandats d'aide juridique, c'est le barreau qui négocie. Mais nous autres, le barreau du Québec est dans une drôle de situation quand il fait ça. Parce que d'un côté, sa mission, c'est la protection du public. C'est sûr que d'avoir un système d'aide juridique fort, puis des avocats qui veulent le faire parce qu'on a des tarifs qui ont du sens, ça fait partie de la réflexion. Mais d'un autre côté, c'est vraiment perçu comme négocier pour les avocats, de représenter les intérêts économiques des avocats. Puis le barreau a un rôle dans la discussion sur le système d'aide juridique comme institution, en plein cœur du système juridique, ce qu'on n'assume peut-être pas à 100% parce qu'on est négociateur en même temps. Fait que moi, à terme, j'aimerais ça qu'on ait une association d'avocats qui soit en mesure de faire cette négociation-là, puis que le barreau, lui, joue son rôle institutionnel, puis qu'il puisse valoriser le système d'aide juridique, puis avoir aussi des discussions qu'il faut au niveau sur la place publique pour s'assurer que les citoyens soient bien desservis dans le système d'aide juridique, qui, pour moi, est une fierté au Québec. Là. Ce qu'on a, là, c'est vraiment, ça fait partie du filet social là, qui est typique du Québec, là, dont on doit être fier. Là. Fait que ça, c'est un exemple là, où on doit retrouver un peu le bon équilibre là, pour que les membres se sentent bien protégés, que le barreau joue bien sa mission, puis qu'on travaille tous bien ensemble là-dedans. Là. C'est un peu ça qui m'inspire là, dans la question du sentiment d'appartenance. Puis il y a plein de. Puis ça part dans plein de directions, là, ne serait-ce que de se re-questionner sur le conseil des sections, comment on travaille avec le conseil des sections. Là. Pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent, le conseil des sections, c'est un nouvel organe du barreau du Québec qui a été créé il y a 6 ans, en 2015, qui regroupe 2 membres de chacune des 15 sections au Québec, plus les 3 représentants des jeunes barreaux, Montréal, Québec, Région, et un représentant des avocats hors Québec. Je pense que j'oublie personne. Là. Il y a le bâtonnier et les 2 vice-présidents qui sont là-dessus. Donc, qui permet d'avoir des discussions vraiment à la grandeur de la province, puis certains sujets qui doivent être amenés au conseil de section. Donc, dans les dernières années, ça a été surtout vu comme un organe d'information aux sections. Puis je pense qu'on peut prendre un virage pour avoir un peu plus de discussions stratégiques dans ce forum-là pour le bien là, du barreau du Québec. Fait que, bref, écoute, j'ai 7, 8, 9, je me souviens plus, propositions là, dans ce thème-là là, qui vont dans différents thèmes, là, comme faire un guide pratique sur tous les avocats en changement d'emploi, pour gérer les conflits d'intérêts. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'ancien client? Comment est-ce qu'on fait cette transition-là? C'est quoi les murs éthiques qui doivent être mis en place? Donc, des outils pour les membres, des outils pour les avocats qui vont en congé de maternité, paternité, pour les aider à gérer leur pratique pendant leur absence. Plateforme de communication entre les membres. Bref, il y a plusieurs choses que je veux faire là, dans ce thème-là là, qui, je pense, valoriserait la profession, valoriserait le contact entre l'avocat puis le barreau du Québec. Merci. En effet, tu avais 9 propositions sous ce thème-là. Qui totalise 64 propositions en tout et partout dans ton programme. C'est séparé en sections, c'est pas comme si c'était des impossibilités. Donc, Antoine Elwin, candidat au poste de bâtonnier du Québec, merci de nous avoir partagé tes 5 thèmes tirés de ta plateforme que je résume ainsi. La transformation technologique, l'éducation juridique pour tous,
faire certaines réformes à l'école du barreau et sa clinique juridique, la diversité et l'inclusion et le sentiment d'appartenance à la profession d'avocate et d'avocat. Les 2 dernières minutes sont à toi. Je ne vais pas intervenir. Je sais que des fois, c'est plus fort que moi, mais je te donne la parole pour conclure et parler directement aux membres du barreau. Ben, en fait, ce que je veux vous dire, c'est je vais juste vous nommer les 5 autres thèmes de ma plateforme pour vous titiller puis vous attirer sur mon site web. Il y a la discussion sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Chambre des notaires, où est-ce qu'on se voit dans l'avenir, est-ce qu'on doit demeurer à 2 autres professionnels ou à un. La valorisation des avocats retraités, donc donner des attributions aux avocats retraités pour faire du pro bono, faire du mentorat, faire de la formation. La santé mentale, continuer les efforts du barreau puis prendre un virage plus pratique. Ensuite, la formation continue en éthique et déontologie gratuite puis de qualité. Puis ça va avec le thème de la transformation technologique. Puis l'expérience utilisateur améliorée avec le barreau du Québec, parce que c'est pas parce qu'on a un ordre professionnel qu'on ne doit pas se soucier de l'utilisateur. Puis en fait, pour la formation éthique en déontologie, vous aurez compris, je vous parle du 3 heures obligatoire dont on vient de finir la première bulle de formation. Et le dernier mot, je dirais, c'est, je pense qu'à chaque élection, ce qu'on doit se demander, c'est les enjeux qu'on voit au barreau du Québec qui s'en viennent dans les 2 prochaines années, qui est la meilleure personne pour les porter. Puis, moi, je me présente en vous disant, si vous voyez que la transformation juridique de notre profession, puis les autres thèmes dont j'ai parlé aujourd'hui pour camper le futur de notre profession dans les 20 prochaines années sont vraiment les priorités qu'on doit faire. De mon profil, je pense que je suis la bonne personne pour mener ces projets-là. Donc, c'est pour ça que je vous soumets ma candidature. J'espère que vous allez l'appuyer en grand nombre. J'ai eu plusieurs personnes déjà qui m'ont donné leur appui, puis je les remercie. N'hésitez pas à me contacter. Ça fait plusieurs téléphones, ça fait plusieurs courriels, des messages que j'échange avec les gens. Suivez-moi sur Facebook, sur LinkedIn. J'essaie de mettre du contenu pour que vous appreniez à mieux me connaître, mes idées. Puis n'oubliez pas de voter du 4 au 14 mai. Et la majorité des avocats au Québec aussi, vous allez aussi voter pour des postes d'administrateurs, que vous soyez à Montréal, à Québec ou en Outaouais, Laval, Laurentide, Lanaudière. Il y a des postes d'administrateurs à combler là, au barreau du Québec que vous allez pouvoir voter en même temps que l'élection bâtonnaire. Merci Antoine Will. Chers collègues, j'espère que vous avez apprécié. Vous voulez en savoir plus sur Antoine Elwin, allez sur son site de candidat à antoineelwin, AYLWIN.com. Visionnez sa vidéo de présentation. Si vous voulez signer son bulletin, il y a un onglet Signer mon bulletin sur antoineelwin.com. Oh, bonjour Catherine Claveau, merci de te joindre à moi et de participer à cet épisode tout spécial de Questions de preuve. Bonjour Hugo, c'est à moi de te remercier vraiment d'avoir pensé à moi, puis je trouve ça une super initiative. Puis d'abord, tu te souviens, on s'est rencontrés pour une première fois en Abitibi, ça fait 1 an et demi, lors du congrès de l'AAP, et c'était vraiment, tu m'avais parlé de ton podcast, c'était peut-être dans les premiers temps, mais là, je vois que ça a explosé, puis je t'en félicite d'ailleurs. Merci. Et on lançait au congrès de l'Association des avocates et avocats de province. C'était notre fin de semaine de lancement. À l'époque, on avait le droit de se voir en personne. Ça, c'est une autre histoire. Ben oui. Bon, mais encore une fois, c'est moi qui te remercie. Les règles de cette tribune ont été établies. Commence donc par parler de toi, peut-être un peu avant d'être avocate. Qui es-tu? Oui, alors moi, je suis une fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis née à Chicoutimi, j'y ai grandi. J'ai quitté ma région seulement pour mes études universitaires. Donc, comme je voulais aller en droit, évidemment, à l'Université du Québec à Chicoutimi, on n'offrait pas cette possibilité-là. Donc, je suis allée à l'université la plus proche, qui était l'Université Laval, à Québec. Je te l'avoue, j'ai beaucoup aimé la région de Québec. C'est un peu un genre d'équilibre, je te dirais, avec la vie de région puis la grande vie de la métropole, possibilité de faire une pratique quand même intéressante. Puis près près du fleuve, la grande verdure à côté. Donc, j'ai beaucoup aimé la région de Québec. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un premier emploi dans un bureau d'avocat aussi. Tu nous dis dans ton introduction sur ton site web que une des raisons que tu as choisi le droit, c'est que parce que le droit mène à tout. Est-ce que c'était pour toi
prédéfini? Tu voulais être avocate depuis longtemps ou? Hey, non, en toute franchise, là, j'ai eu, comme plusieurs étudiants du cégep en deuxième session, vers la fin du mois de février, vraiment, c'est grâce à un ami, le conjoint d'une de mes amies, que je lui dis, regarde, j'ai des intérêts en psychologie, j'ai des intérêts en politique, j'ai des intérêts, j'avais fait des tests psychométriques au secondaire, on me disait peut-être notariat, mais moi, je me sentais moins notaire. Puis le droit, ça faisait partie de ma panoplie, mais j'étais pas, tu sais, pour moi, je n'ai pas de juriste dans la famille. Donc, tu sais, j'étais pas vraiment proche de personne qui était dans le domaine du droit. Puis c'est vraiment quelqu'un qui me dit, écoute, tu devrais aller faire ce bac-là, ça mène à tout le droit. Puis effectivement. Puis où est-ce que là, je suis tombée en amour avec le droit? C'est le fun que tu me poses la question. J'ai travaillé comme étudiante dans un petit bureau de criminaliste Mhm. en troisième année. Et je me souviens, comme si c'était hier, la première fois que j'ai mis les pieds au Palais de justice de Québec, j'ai comme dit, ben garde, c'est ici que je vais être bien, c'est ici que c'est correct. Là, j'ai fait le bon choix et ce ne sera pas juste pour m'ouvrir des portes. C'est l'endroit que je vais faire ma carrière. C'est l'endroit que je vais pratiquer. Puis ça fait plus que 30 ans maintenant. Puis je suis toujours bien fière d'avoir fait ce choix. Bravo, plus que 30 ans. Donc, barreau 89, à Oui, Québec, tu as établi ta pratique et fondé une oui. famille. Oui, c'est ça. Ben moi, je suis tombée en amour avec un conjoint qui avait déjà une fille, une grande fille, et nous formons ensemble une belle famille reconstituée. Et nous avons eu ensemble une fille qui va avoir 20 ans bientôt. Donc, je me sens évidemment en même temps très proche de nos jeunes universitaires, nos jeunes étudiants à l'école du barreau, parce que ma fille est en train de faire ces choix-là, elle est un peu comme moi. Possibilité de rentrer en droit, être acceptée en droit, mais il y a aussi McGill, sciences politiques qui l'intéresse. Alors, elle se pose encore les questions. Alors, je la comprends très bien. Mais oui, alors, bien fière de ma grande fille et de ma belle-fille qui a 35 ans, qui, grâce à elle, malgré mon âge, je suis plus vieille qu'Antoine, mais je suis quand même pas si vieille que ça, mais mon conjoint est un peu plus vieux. Donc, je suis une belle grand-mère de deux adorables enfants de 3 et 6 ans. Bravo. Donc, on a une belle famille de 7 reconstituée. Ça fait plusieurs années que je suis avec mon conjoint. Puis, c'est le fun parce que ça peut réussir aussi, là, ces familles-là. Donc, une belle vie de famille aussi. C'est sûr que ça m'aide, là, surtout dans des périodes comme ça où est-ce qu'on. C'est quand même stressant là, de convoiter ce poste-là de bâtonnière. Ils sont derrière moi, puis c'est bien. Ah, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. 97, tu fondes, c'est quand même un peu pionnier. En 97, il n'y a pas tant de cabinets d'avocats fondés par des femmes. Ouais. 97, tu fondes cabinet d'avocats Saint-Paul. Moi, je te le dis, je te le cache pas, j'adore Québec. Là. C'est un pèlerinage que je fais 3 fois par année de mon Laval natal à Québec parce que j'adore la ville. Évidemment, la rue Saint-Paul. Je sais exactement où votre cabinet se situe puisque je couche dans un hôtel pas très loin lorsque je vais à Québec. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à partir de ta propre firme? Ben, écoute, je te dirais, c'est grâce un peu un de mes mentors. J'ai plusieurs mentors, mais un de mes mentors à l'époque que j'ai suivi. Tu sais, on était dans un bureau assez gros pour Québec. Puis lui, c'était comme un passage qu'il avait fait dans son parcours professionnel, mais c'était un gars autonome puis qui aimait faire ses propres affaires. À un moment donné, puis c'était un gars qui était bon dans la construction. Puis il m'a dit, Catherine, il dit, je veux acheter un local. Puis dans ce temps-là, la rue Saint-Paul, elle n'était pas ce qu'elle était. Puis, je veux qu'on se construise un bureau à notre image. Tu sais, c'est un gars qui aimait beaucoup aussi la médiation, des choses comme ça. Puis, qu'est-ce que tu en penses qu'on parte ensemble? Moi, ça m'a quand même insécurisée parce que je ne suis pas vieille. Mais j'ai dit, OK, go, allons-y. Puis, écoute, j'ai jamais regretté ça parce que tu sais, je trouve que je suis assez fière de la pratique que je me suis construite depuis ce temps-là, qui a varié. Tu sais, beaucoup de. J'ai fait toutes mes formations en médiation commerciale, familiale, petite créance. Mais à travers ça, on avait aussi fondé parallèlement un cabinet qui s'appelait Consensus, cabinet conseil en résolution de conflits, où est-ce qu'on voulait plus imaginatif d'une pratique plus traditionnelle. Puis de fait, ma pratique a évolué. Même, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de droit familial au début. Droit de la jeunesse, ça, je tiens à dire, droit de la jeunesse, j'en fais encore, malgré que je me suis développée une expertise dans le domaine du harcèlement psychologique en milieu de travail. Alors, depuis 2005, pour ceux qui sont plus
plus ferrés en droit du travail servent tous. Puis maintenant, on n'a pas le choix de le savoir non plus. La loi sur les normes a été amendée pour enchasser une norme d'ordre public où est-ce que les employeurs du Québec sont obligés d'offrir un milieu de travail sain, donc, et protéger leurs employés contre le harcèlement. Alors, j'ai développé une pratique avec une ancienne associée dans ce temps-là, où est-ce que je fais des enquêtes, analyse de recevabilité, études de climat de travail dans des endroits où il y a des plaintes ou griefs en harcèlement psychologique. Je croyais que ça pourrait être une bulle, mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est vraiment une pratique super intéressante et je dirais 92% de mon caseload est là-dedans. OK. On a été dans les premiers à en faire. On n'a pas tant que ça non plus au Québec qui en font. Puis, et ça fait partie de mon programme. Là, je me permets d'ouvrir cette parenthèse-là. Quand on fait des enquêtes, vous savez, c'est comme des commissions d'enquête, on a un cadre juridique, on donne des opinions juridiques. Et c'est sûr que pour moi, c'est certain que nous, les avocats, membres du barreau, et il pourrait y avoir des notaires, mais il n'y en a pas beaucoup au moment où on se parle. Où est-ce que, lorsqu'on parle d'opinion juridique, pour moi, on est les seuls professionnels qui devraient faire ce genre de dossier-là. Oui, tout à fait. Je peux pas intervenir. Là, je change un peu mon format pour nos auditeurs. Je brûle d'intervenir, mais je le ferai pas. Donc, OK. on parle un peu mandat en matière civile, en matière commerciale, relations de travail. Tu nous as parlé de ton expertise particulière en matière d'harcèlement psychologique. Tu as également enseigné à l'école du barreau entre 2004 Oui. et 2017. Et au Oui. niveau, tu sais, on avait parlé un petit peu implication professionnelle. J'ai écrit extracurriculaire, donc c'est encore professionnel, mais c'est pas nécessairement dans ta pratique. Tu nous parles, t'es bénévole aussi de différents conseils d'administration, Jeunes barreau, barreau de section de Québec, Option, Travail, Carrefour, Jeunesse Emploi, Club de tennis, je suis un grand amateur de tennis. Ton intérêt pour la gouvernance t'a aussi mené à obtenir un certificat universitaire en gouvernance de société en 2008. Là, je lis un petit peu de ta section Mes expériences et réalisations. Sans trop s'attarder, qu'est-ce que tu veux nous dire que dans ces expériences-là qui peuvent peut-être t'aider ou te motiver au bâtonnat? Écoute, tu les as pas mal toutes nommées. C'est sûr que c'est important de se rappeler que dès le début de ma vie professionnelle, pour moi, c'était ancré en moi. Déjà, quand j'étais étudiante, c'était important de m'impliquer dans la vie étudiante. Donc, je ne voulais pas juste me limiter à faire des dossiers. Donc, je me suis impliquée beaucoup au jeune barreau d'abord, dans des conseils d'administration que tu as nommés. Puis un que tu n'as pas nommé, puis dont je suis bien fière, c'est qu'entre 2007 et 2014, j'ai fait partie du conseil d'administration du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Québec. Vraiment, super beau conseil. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai suivi la formation en gouvernance de société. Je suis maintenant une administratrice de société certifiée. On nous encourageait à aller chercher de plus de connaissances possibles en gouvernance. Ça a alimenté ma palette, je te dirais, des affaires du barreau du Québec. Et je reviens à Québec. L'ancienne bâtonnière, Hélène Carrier, qui est maintenant juge, avec moi, m'a dit: écoute, Catherine, au conseil, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui serait prêt à être premier conseiller, première conseillère. On a pensé à toi parce que tu es une personne. Je venais à peine de finir mon dernier mandat, mon 7 ans de mandat au Fonds d'assurance. Donc, j'ai plongé là-dedans. Donc, j'ai été première conseillère en 2014-2015. Ça, je tiens à t'en parler, Hugo, parce que ça a été la dernière année de l'ancienne formule structure du conseil d'administration du barreau du Québec. À ce moment-là, il y avait le conseil général, le comité exécutif sur lequel siégeait. Le comité exécutif, c'était à peu près le CA. On se voyait tous les mois, à peu près le CA qu'on voit là. Le conseil général, c'était tous les bâtonniers, premiers conseillers, le président du barreau du Québec. C'était une grosse gang. Alors là, les affaires du barreau du Québec, là, j'étais vraiment les deux mains dedans, puis je suis comme tombée en amour avec tous les dossiers, protection publique et tout ça. Là, mon intérêt puis mon goût d'aller plus loin au barreau du Québec vient de là. Puis, j'ouvre également cette parenthèse-là. À ce moment-là, quand on a eu à voter la nouvelle gouvernance, la question s'est posée par rapport à la question un peu, la représentativité à travers le Québec. Parce qu'avant, il existait une règle où est-ce que c'était entendu que s'il y avait un bâtonnier de Montréal une année, l'année d'après, c'était Québec. Après ça, Montréal, après ça, région. Donc, à chaque 2 ans, il y avait quelqu'un soit de région de Montréal. Cette norme-là n'a pas été retenue dans la loi, mais moi, j'ai fait partie des gens du Conseil général à l'époque où est-ce qu'il y a une résolution qui a été votée et qui existe. Vous pouvez la demander au barreau, qui dit que même si ce n'est pas dans la loi, ce qu'on souhaite, ce serait que après 2 mandats d'un bâtonnier de Montréal, ça devrait être quelqu'un soit de Québec ou de région. C'est un peu, c'est pas juste pour ça que je me présente, mais moi, je savais que Paul Mathieu, il venait de Montréal, notre bâtonnier actuel, puis après ça, ce serait bien quelqu'un d'ailleurs. Donc, mon long shot pour être présidente, pour être bâtonnière, mais il ne va pas d'hier.
Alors donc, c'est à partir de ce moment-là que mon intérêt pour revenir à la gouvernance a fait en sorte qu'aux élections de 2017, je me suis présentée au CA du barreau du Québec, là, après avoir fait mon année comme bâtonnière aussi à Québec. Je trouve ça intéressant. D'ailleurs, je pense que cette campagne électorale-là, elle est particulière. Bon, Paul Mathieu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est d'ailleurs un des invités du podcast Question de preuve. C'est un peu différent la façon qu'il est devenu bâtonnier et qui a fait son deuxième mandat. Et je trouve ça vraiment le fun qu'on ait vraiment une certaine diversité régionale. Évidemment, un homme et une femme qui se présentent. Je pense que je pense que ça donne un peu d'intérêt à la campagne actuelle. Maintenant que la table est mise, Catherine Claveau, dans les règles du jeu de la tribune, on t'a demandé de nous donner 3-5 thèmes sur lesquels tu voudrais partager avec nos auditeurs, membres du barreau, et échanger avec moi. Mais avant d'y aller avec les 5 thèmes que tu as déterminés pour aujourd'hui, peux-tu me dire pourquoi tu as choisi ces 5 thèmes-là? La raison majeure, c'est que, tu sais, moi, je suis encore sur le CA, hein. Je fais mon deuxième mandat, donc je suis dans ma 4e année. Et de ce mandat-là, mais ça me fait ma 5e année comme membre de connaissance des dossiers du barreau. Et j'ai été première vice-présidente pendant 3 ans, pendant ces 4 années-là aussi. Ce qui fait que je suis bien au courant des enjeux actuels. Et je te dirais, surtout dans mon dernier mandat, là, il y a des gros dossiers qui nous ont apparus obligatoirement en lien avec l'actualité, qu'on a mis en place et qui ne sont pas terminés au mois de mai et qui, pour moi, sont majeurs. Puis, le fait que je sois déjà très impliquée dans ces dossiers-là, c'est un intérêt pour moi à les porter plus loin parce qu'ils continuent dans les deux prochaines années. Fait que c'est pour ça que les dossiers que j'ai mis dans mes priorités, c'est parce que des dossiers qui sont majeurs, sur lesquels je suis déjà impliquée, puis qu'il y a du travail à continuer. Donc, tes 5 thèmes tirés de ton programme à catherineclaveau.com/programme. Tu as déterminé la modernisation, transformation de la justice, le bien-être psychologique des membres, la valorisation de la profession, l'avenir de la profession et, comme 5e thème, l'inclusion. Alors, on va prendre ça dans l'ordre. Parle-moi d'un des sujets qui est un peu mon dada d'ailleurs, la modernisation ou la transformation de la justice. Je te laisse aller sur ton premier thème. D'accord. C'est certain que si je te dis c'est assez les hangars, que les palais de justice soient des hangars à papier, ben, tu vas me dire c'est Paul Mathieu c'est Paul Mathieu qui parle. Effectivement, ça fait longtemps qu'on le dit au barreau que ça n'a pas de bon sens, puis qu'on devrait aller vers la numérisation. C'est quelque chose, c'est sûr qu'on aurait voulu que ça se fasse peut-être plus avant, mais je dirais grâce à Jordan, grâce à la COVID-19, il a fallu augmenter le rythme de croisière au niveau de la transformation. Ça a été c'est positif parce qu'entre autres, il y a eu des avancées super, là, entre autres la numérisation des greffes, c'est parfait. Certaines audiences virtuelles pour faire, entre autres, des appels du rôle ou des demandes de remise ou des choses comme ça, regarde, c'est super. Mais tu sais, le problème, je dirais, c'est que oui, il faut avancer, mais aussi, on est 28 000 membres au Québec. Puis, il faut voir aussi que tous nos membres arrivent au fil d'arrivée avec les mêmes outils, la même formation. Comme bâtonnière, je veux être le chien de garde de ça. Tu sais, le projet Lexius qui a été créé par Justice Québec, là, donc dans l'urgence d'améliorer les choses. On a eu un beau 500 millions qui a été débloqué pour ça, tant mieux. On nous dit, objectif, 3 avril 2023, il n'y a plus de dossiers papier partout au Québec, tout est numérisé, pénal, civil, n'importe où. Bon, c'est super, mais comme je te dis, il faut arriver tout le monde avec les mêmes outils. Fait que pour moi, ça va être important. Là, on le suit déjà au barreau, on est impliqué là-dedans. Puis, tu vois, on a eu une dernière réunion il n'y a pas longtemps, puis on s'est dit, là, il faut aller chercher des membres les plus spécialisés, justement, en technologie, en TI, puis aussi qui sont sur le terrain, qui vont être avec nous, là, représentants du barreau, pour dire au ministère de la Justice, puis à d'autres personnes, OK, c'est bien beau ce projet-là, mais regardez, nous, on est sur le terrain, puis voici comment ça se passe. C'est comme pour arrimer toute cette belle aventure-là, là,
qu'on arrive là, puis que ça ne soit pas un fiasco, parce qu'il y a eu déjà des essais de moderniser, que ça n'a pas fonctionné. Mais là, tu sais, pour que ça réussisse, moi, je veux qu'on soit bien impliqué là-dedans. Puis, comme je te dis, il faut penser à tous nos membres. C'est sûr que quand tu es dans un grand cabinet qui ont leur propre conseiller informatique, qui sont au niveau de l'équipement, qui sont déjà A1, puis qui ont déjà presque plus de papier dans leur dossier, bien, cette transformation-là c'est déjà fait. Mais je connais des gens, puis même ici, moi, à mon petit bureau, on est juste 8, là. On n'est pas quand même un bon son, j'ai mon bon portable et tout ça, on numérise nos choses, mais on n'a pas à portée de la main un technicien qui va venir nous aider. Tout ça. Fait que, tout adapter ça, la vitesse de l'Internet haute vitesse, là, c'est basic, là, tu sais. Mais mais tu as raison parce que c'est un défi en région. Oui. Bon, on parle pas de Québec ni de Montréal, mais l'Internet haute vitesse, c'est un défi en région. Et aussi, un peu comme tu dis, arriver tous au même point à la ligne d'arrivée, le 3 avril 2023, ça sera un défi pour beaucoup de personnes. Puis on le voit maintenant, même avec les greffes numériques, quelqu'un comme moi qui est... Bon, je suis assez versé en technologie, mais il y a quand même toujours un petit empêchement pour que ça aille vite, que ça soit vraiment fluide pour même déposer un document à travers le greffe numérique. Je pense que tu as raison, c'est un bon défi. Et tu nous disais aussi qu'il y avait une table, sur ton programme, la table Justice Québec, là, qui a des sous-comités là, justement pour regarder au niveau de l'efficacité de la justice, puis pour réduire les délais un petit peu dans la foulée Jordan. Oui, effectivement. Puis on siège là-dessus. On a Audrey Gagnon, qui est sur le CA avec nous, qui nous fait des rapports détaillés à chaque CA et sur lequel je suis très attentive. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, bon, c'est aussi un autre comité qui a été créé à cause de Jordan, pour améliorer les délais, pour l'accès à la justice, et qui est présidé par Elisabeth Corté, entre autres. Puis, il y a eu, tu sais, il y a eu parallèlement à ça, d'ailleurs, ce qu'ils veulent, c'est promouvoir encore plus les PRD, hein, les modes de... Ça va dans l'esprit de notre nouveau code de procédure civile. Mais c'est bien beau tout ça, mais entre autres, ils nous poussent beaucoup, les membres du barreau, pour faire les médiations de petites créances. Bien, quand tu fais le tour des régions, puis tu parles de la médiation de petites créances, moi, j'ai des régions qui m'ont dit, par exemple, la Côte-Nord, là, que nous, on n'en a plus, aucun avocat qui a décidé qui ont arrêté d'en faire, offrir ce service-là, là, d'aller sur place au palais de justice, parce que ça n'avait pas de bon sens comment c'était la rémunération. La rémunération était, en plus, différente si tu réussissais la rémédiation ou non, alors qu'on sait très bien que le médiateur, il fait ce qu'il peut pour réussir une médiation. Alors ce qui a été le fun quand même, c'est que ça améliore, cette table-là, parallèlement à ça, ça a aussi accéléré les discussions, les négociations avec le gouvernement pour dire que ça n'a plus de bon sens. Là, si vous voulez qu'on offre un service aux petites créances, augmentez les tarifs. Et de fait, il y a un projet pilote là, qui est en cours actuellement. Là, puis ça devrait, si ça fonctionne, être étendu au-delà du 30 novembre 2022. Où est-ce que d'abord, on a augmenté l'échelle forfaitaire pour les médiateurs qui vont accepter des mandats. Donc, c'est 110 de l'heure, incluant l'heure de préparation. Donc, ce n'est pas nécessairement l'heure avec la séance en médiation. Puis ensuite, dans ce projet pilote-là aussi, on offre la médiation aux couples sans enfants, alors que le principe de médiation familiale gratuit pour les justiciables, où jusqu'à maintenant, ça prenait des enfants. Donc, on améliore quand même cette palette-là. Je tiens à dire que 110 c'est quand même peu pour certaines personnes. C'est un début. On continue nos représentations pour améliorer ça, parce que vraiment, moi, c'est sûr, étant médiatrice moi-même, l'accès à la justice peut vraiment passer par le PRD. Puis l'autre chose que, tu sais, je dirais, l'avantage d'être déjà sur le CA puis de suivre le dossier de près, c'est qu'entre autres, ce que je sais, c'est que, tu sais, quand je te dis que c'est important qu'on soit sur le terrain, qu'on soit proche, les membres de la magistrature, entre autres, poussent pour que il y ait presque plus d'interrogatoires au préalable, puis augmenter le seuil où est-ce qu'on pourrait en faire. Et ce que j'entends, c'est que ce serait quasiment en cours du Québec, t'en ferais plus. Alors, évidemment, les avocats plaideurs qui sont sur le terrain, c'est comme... Tu sais, en même temps, faire un interrogatoire, ça peut aussi permettre de régler le dossier avant, là. Tu sais, faites attention, c'est un outil quand même qui est utilisé. Fait que c'est vraiment intéressant tout ça. Puis comme je te dis, le fait d'être là, déjà sur place dans ces dossiers-là, fait en sorte que, tu sais, je vais arriver, moi, en juin, avec, tu sais, je connais la gang, je connais les enjeux, puis on va pouvoir continuer ça, évidemment, dans l'intérêt de nos membres. Alors, c'est des dossiers
les genres de dossiers où je trouve que c'est important là, d'être déjà dedans. Merci. Puisque tu l'as nommé, on va faire un petit clin d'œil à Audrey Gagnon, qui est associée chez Fasken et notre vice-présidente au barreau du Québec. Maintenant, un autre thème qui me tient à cœur, puisque j'ai eu certaines difficultés psychologiques, moi, reliées plus ou moins à la pratique, mais évidemment des stress qui vont avec ça. Mais tu as un volet du bien-être psychologique des membres. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus dans tes intentions et ton programme? Ben écoute, Hugo, d'abord, ben, je te félicite et je te remercie de me parler de ton expérience personnelle parce que, tu sais, on a créé un comité dédié là, au bien-être psychologique bien avant la pandémie parce que, écoute, je pense que, tu sais, Jordan a fait du mal à plusieurs avocats, entre autres, là, en droit criminel, la pression pour fixer, puis les dossiers, puis les case loads. Quand j'écris droit criminel, là, je parle aussi des procureurs de la couronne, hein, procureur de la défense, procureur de la couronne, en civil aussi, un stress. Alors, c'est. Et comme tu as vu, sûrement, parmi les choses qu'on a réalisées, ben, on a fait des petites capsules vidéo avec des témoignages. On a eu l'honorable Gascon de la Cour suprême qui a généreusement voulu partager ça. Et d'ailleurs, on est encore actuellement en campagne de recherche de gens qui veulent partager leur expérience personnelle parce que ça montre aux membres qu'ils ne sont pas seuls, puis il y a des moyens de s'en sortir. Donc, c'est vraiment le bien-être psychologique, quelque chose qui est très fondamental pour moi. Puis, la pandémie a exacerbé la détresse psychologique chez certains de nos membres. Je vais ouvrir cette parenthèse-là, puis je vais revenir au bien-être psychologique après. Le fait d'avoir été au CA depuis le début de la pandémie, je pense que c'est quand même important aussi parce que je suis quand même fière de ce qu'on a décidé en groupe là, au CA, les mesures qu'on a décidé de prendre pour ponctuellement donner le plus de services et aider nos membres possible. Sur notre site web, on mettait des informations presque à l'heure. Alors, aussitôt qu'il y avait des nouvelles directives au gouvernement du Québec, ben, on s'arrangeait pour avoir l'heure juste, le mettre le plus rapidement possible. Toutes les différentes règles dans les 15 sections, soit en cours supérieur ou en cours du Québec en chambre de pratique, on les mettait en droit administratif, même chose. Alors, tu sais, on a été quand même très proactifs par rapport aux informations. Mais aussi, on s'est soucié de nos gens qui avaient plus de difficultés financières. Le premier lockdown, là, le premier confinement, où est-ce que là, les palais de justice ont fermé, ça a fait beaucoup de mal à certaines personnes financièrement. Alors, on a donné une pause par rapport, on appelait ça la MAC, une mesure d'aide à la cotisation. Donc, les gens qui avaient plus besoin d'aide pour traverser ces périodes difficiles, ben, on leur a donné un allègement de cotisation à ceux qui avaient vraiment besoin. On a aussi décidé d'offrir 10 heures de formation gratuite. Ça arrive le temps de compléter ton 30 heures de formation, puis tu sais que tu n'as pas besoin de payer tes 10 heures. Ben, tu sais, c'est des petits coups de main qu'on a décidé de donner ponctuellement. Puis, évidemment, offrir que les services de la PAMBA de plus en plus, tu sais, ça, je suis bien fière d'avoir fait ça. Mais là, la pandémie n'est pas finie. Puis malheureusement, dans ma tournée des associations, puis quand on fait juste lire les journaux, ben, on entend que il y a encore beaucoup de gens qui ne vont pas bien, beaucoup de nos membres, particulièrement les femmes qui sont multitâches, qui s'occupent de leurs aînés, qui s'occupent de leurs enfants, qui ont une pratique à faire. Les jeunes, c'est pas facile. Et on a, et ça, je l'ai appris hier, puis ça m'a tout bouleversée. On a des jeunes qui ne passent pas à travers. On a encore une stagiaire qui, en début d'avril, a mis fin à ses jours. Et quand tu entends ça, tu te dis, mon Dieu, il faut faire plus. Puis toi, déjà, là, je sais que on fait des interventions directes à l'école du barreau. On a mis en ligne 2 formations, une reliée à la prévention du suicide, une dédiée aux étudiants stagiaires, mais aussi aux formateurs, aux maîtres de stage. Les formations qui deviennent obligatoires. Alors, tu sais, ça me fait penser qu'il faut y aller, il faut continuer d'améliorer notre offre en amont dès l'école du barreau pour outiller, parce que c'est un job super stressant. Tu sais, s'outiller le mieux possible pour passer à travers ces moments-là difficiles. Et parmi d'autres choses que je veux qu'on améliore au niveau de l'aide psychologique, la PAMBA offre déjà une série, une panoplie de services, mais il y a une limite au nombre de séances que tu peux atteindre
avec la cotisation. Moi, ce que je veux, c'est changer cette norme-là. Nos membres qui en ont vraiment besoin, qu'il n'y ait pas de limite, qui savent que bon, il y a un professionnel qui est attitré, puis on va s'arranger pour que ce ne soit pas euh, un enjeu, l'aspect financier pour continuer à avoir de l'aide. Ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'on améliore. Je voudrais que le programme Répit soit instauré à travers tout le Québec. Ça, le programme Répit, pour les gens de Québec le connaissent bien, mais à travers le Québec, vous le connaissez peut-être moins. C'est une initiative du Jeune Barreau de Québec. Alors ça, c'est parenthèse, encore, je fais des parenthèses parmi les parenthèses. Moi, je suis vraiment impressionnée par le travail de nos jeunes barreaux qui sont imaginatifs, qui pensent vraiment là, qui ont des idées de génie pour aider les gens. Alors ça, c'est un programme qu'ils ont mis en place pour aider les avocats solo en petit cabinet qui souffrent de problèmes de santé mentale notamment. Ils doivent être en arrêt de travail, mais et ça, c'est fait en sorte que financièrement, c'est difficile, surtout pour la période de carence en attendant de recevoir leur prestation d'assurance invalidité. Alors, cette période-là de l'attente, qui est de 30 à 60 jours, des fois c'est 60 jours, bien, il y a une aide financière pour leur aider à passer à travers. Cette initiative-là, déjà au barreau, on est en train de faire des études actuarielles, voir si on pouvait étendre cela à travers tous nos membres. On est en cours. Alors, c'est sûr que moi, comme bâtonnière, c'est ce que je souhaite qu'on puisse offrir à tous nos membres. Donc, aussi améliorer les formations en santé mentale. Des choses qui pourraient aider là, nos gens qui sont malheureusement pris avec ces problèmes-là. Ouf! OK. Ouais, c'est lourd, hein, c'est Oui, dur. oui. Ouais. Je sais pas comment faire la transition vers notre prochain Ouais. thème. Je te remercie d'avoir discuté de ça si ouvertement, Catherine. C'est important aussi d'en parler. Puis ça fait partie des enjeux. Il y a une certaine importance qui est accordée à ce thème-là. Maintenant, au niveau de la valorisation de la profession, tu as un item dans ton site, valorisation et rayonnement, qui est une certaine importance aussi, qui entrecoupe quelques petits thèmes, hein, l'accès à la Oui, justice. oui. Donc, je te laisse m'en parler. Et tu as aussi sur ton site certains exemples là, que tu donnes au niveau des comités, des choses qui existent déjà. Et je pense que tu veux un peu élargir tout ça. Oui, c'est ça. Ben écoute, j'ai un peu valgaudé les termes, là, valorisation, rayonnement, avenir. Tu sais, dans le fond, on peut dire que c'est trois thèmes qui s'entrecoupent, je crois. Ben, la valorisation, il y a un des aspects qui peut répondre à ça, c'est malheureusement l'image de notre profession n'est pas super positive chez certains justiciables, surtout reliés au coût. Bon, on se dit on n'a pas les moyens d'avoir un avocat. Si je veux avoir un avocat, ça va me coûter cher. Puis les avocats, ben, ça coûte cher de faire de l'argent. Tu sais, cette image-là est bien plate. Puis je veux toujours la déconstruire. Une façon de la déconstruire, c'est peut-être c'est un exemple, c'est de promouvoir, de faire une vaste campagne de promotion dans les médias, réseaux sociaux, pour un peu ramener au bout du jour le fait que nous, les avocats, membres du barreau, on est les meilleures personnes, les mieux outillées, les professionnels les mieux aguerris pour les aider à régler leurs problèmes, pour les accompagner à faire une transaction financière parce qu'on on a tous les outils pour ça. On est tu sais, ce que je voudrais, là, c'est que faire une campagne très positive, puis ramener, ça a déjà été un slogan au barreau il y a quelques années, où est-ce qu'on disait que nous, les membres du barreau, on est les maîtres en solution. Donc, un peu, tu sais, c'est de dire, ben, quand arrive un problème, on est les maîtres en négociation. Et en plus, avec notre nouveau code de procédure civile, où est-ce qu'on n'a pas le choix de toute façon, je sais pas, quand on rencontre un client qui a, pour un litige, on est obligé de le conscientiser à la possibilité de le régler hors cours. Alors, maître en médiation, en négociation, en accompagnement, en droit des affaires. Donc, changer les paradigmes là, dans la tête des gens pour dire que, dans le fond, l'avocat, il va être là pour t'aider à régler. Ce que tu veux, c'est régler ton problème. L'avocat va t'aider à le régler. C'est pas vrai que ça va te coûter une fortune parce qu'il y a moyen d'aller, d'ajuster nos tarifs et d'offrir des services qui ne coûtent pas les yeux de la tête. L'autre façon aussi d'améliorer
l'image de la profession, c'est de redevenir un petit peu plus présent lorsqu'il y a des sujets qui touchent la protection du public, des sujets. J'avoue que dans la dernière année, on a été moins présent dans des commissions parlementaires aussi, lorsqu'il y avait des enjeux qu'on aurait aimé que le barreau se prononce. La pandémie, il est sûrement pour beaucoup, mais je pense que, et on se le fait dire, des fois, on trouve, ben là, le barreau, on ne vous voit plus, là. Il faudrait que vous soyez plus présent. Donc, c'est important, moi, je trouve, comme bâtonnière, d'être présent lorsqu'il y a des enjeux d'intérêt public, ou est-ce que on aurait besoin là, que les gens, puis ça, je tiens à le dire parce que j'ai déjà représenté le barreau dans des commissions d'enquête ou des commissions parlementaires pour remplacer le bâtonnier. Et on est tellement bien reçus. On a tellement une bonne réputation comme ordre professionnel. Et c'est vraiment, ils nous attendent, ils lisent nos mémoires avec attention, ils nous posent des questions. Vous n'êtes pas d'accord avec ce projet de loi-là, pourquoi? Puis on est vraiment bien écoutés, puis souvent, ce qu'on dit a une grande portée. Alors ça, pour moi, là, quand on parle rayonnement, là, il y a ça aussi. Le discours public, il faudrait revenir un petit peu plus. Puis ton prochain thème, le quatrième sur notre liste, c'est vraiment une bonne suite. Là, on en a une bonne transition. Puis c'est un autre sujet que j'aime bien, qui est l'avenir de la profession. Donc, évidemment, c'est un peu une continuité de qu'est-ce que tu viens de nous dire là. Mais tu parlais un petit peu d'intelligence artificielle, un sujet que je trippe total. Je suis un geek du droit et des technos. Et protection des champs de pratique, là, parle-moi un peu. OK, bien c'est ça. Des fois, on peut peut-être trouver ça drôle que j'ai mis les deux dans la même section, mais en même temps, tu vas comprendre le lien. D'abord, moi, depuis 3 ans, là, j'ai présidé, puis je suis toujours sur le groupe de travail qu'on appelait Avenir de la profession. Donc, en 2020-2021, notre profession, on la voit comment? On a un article 128 qui parle de nos actes réservés. Puis, on a la loi, mais on a des jugements de la Cour d'appel, la Cour suprême qui dit, bon, c'est quoi l'opinion juridique? Alors, il y a tout ça. Moi, je suis dans la réflexion de tout ça, dans la modernisation aussi de notre loi. Puis, parallèlement à ça, je suis aussi sur le groupe de travail où est-ce qu'on parle de la modernisation de la justice. Donc, toute l'arrivée de ces technologies-là, de l'intelligence artificielle, par exemple, qui ont des enjeux en droit. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a décidé de créer ce qu'on appelle un bac à sable. Donc, c'est un carré de sable. Où est-ce on approche les gens de manière très ouverte. Vous avez cette technologie-là à nous proposer. Bien, voici, venez nous rencontrer, expliquez-nous-la. Nous, bien, vous savez que s'il y a des opinions juridiques, ça prend un avocat en arrière. S'il y a ceci, cela. Donc, et venez dans notre bac à sable parce que si d'aventure, vous avez déjà peut-être pris des mauvais plis parce que ça n'entre pas dans notre ça ne respecte pas là, nos champs de pratique, bien, on va vous le dire, puis vous allez avoir le temps de vous corriger, on ne vous tapera pas ses doigts tout de suite. Puis, on implique aussi les gens au barreau qui s'occupent justement là, de l'exercice illégal. C'est drôle, j'avais une réunion cette semaine avec des gens de l'exercice illégal, des gens du PAC à sable. Puis là, on en parlait, qu'on disait que l'approche barreau, elle est vraiment, venez, on vous écoute, on vous entend, vous avez la chance, venez dans notre petit bac à sable, on va faire ça ensemble. Mais au bout du compte, après 1 an qu'on les accompagne, s'ils tiennent, par exemple, à offrir un service qui est vraiment un service qui devrait être, mettons, c'est une opinion juridique sur un enjeu juridique qui devrait passer par un avocat, ils maintiennent ça, mais là, à ce moment-là, on dit, bon, on vous a donné la chance, ou vous n'êtes pas adapté, mais là, c'est peut-être le temps d'agir. On donne la chance, puis c'est important, puis tu as raison, on en a besoin là, de ces nouveaux outils-là, parce qu'on est dans la numérisation, fait que l'intelligence artificielle, elle a sa place, mais pas pour remplacer non plus là, le service qui est protégé, pour protéger du public, là, pour pas qu'on se trouve avec des dénis de droit non plus. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, c'est sûr, en plus de ça, j'ai quelques épisodes sur la technologie dans Question de preuve, puis c'est vrai ce que tu dis, c'est pas une crainte d'avoir nécessairement de remplacer les avocats, c'est une crainte que
tranquillement, certains services viennent un peu toucher à nos actes exclusifs là, de l'article 128. Là. Donc, entre autres, bon, je comprends que c'est avec les notaires au niveau des consultations et avis juridiques, mais préparer et rédiger un document, des requêtes, les avis, des procédures destinées à une affaire devant les tribunaux, ça, c'est un peu notre bague. Et on pourrait peut-être penser qu'un jour, il y a des outils technologiques qui peuvent remplacer. Et au lieu de remplacer, ça peut devenir probablement une aide aux avocats. Puis je pense que c'est une façon d'encadrer ça. Oui. Fait que, on est très présent. Puis, entre autres, tu as dû en entendre parler. Il y a un projet actuellement, là, j'oublie le nom, là, mais fait par le ministère de la Justice en a parlé. Là, puis, il fait la promotion d'un service en ligne pour les gens qui vont faire un divorce conjoint. Ouais. C'est Soquige qui a ça entre les mains au moment où on se parle. On les a rencontrés. Et je peux te dire qu'on a beaucoup de questions, beaucoup de choses à vérifier parce que dans l'étape de remplir une demande en divorce, ceux qui ont notre droit de la famille le savent. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on arrive le temps de répondre, est-ce que vous avez un régime matrimonial? Si la réponse est non, ça veut dire qu'on entre en société d'accueil. Alors, vous vous rappelez probablement de vos notions à l'école du barreau, en droit de la famille, là, quand on arrivait à parler de la société d'accueil, c'est un des cours les plus durs. Parce que qualifier un lien, c'est un bien propre d'accueil. Alors, quand on arrive à ça, si la réponse est oui, mais là, il faut vraiment, ben là, vous devriez, à ce stade-ci, aller chercher une opinion juridique, revenir après faire le commentaire, mais faire attention. Oui, il y a des outils comme ça, mais comme je te dis, on va aider le citoyen, ça aide mieux, mais il y a des enjeux où est-ce que c'est un incontournable, il faut aller chercher une opinion. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Maintenant, Catherine, l'inclusion. Je pense pas me tromper si je te dis que c'est un peu un thème récurrent partout dans ton programme ou à quelques éléments. On retrouve des traces de l'inclusion dans plusieurs de tes choix, directement ou des fois un peu en toile de fond. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'inclusion dans notre profession là, si on regarde ton programme? Puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Je pense que c'est super important et c'est vraiment à l'ordre du jour là, dans notre société. Oui. Ben écoute, on peut parler d'un thème de la semaine et de l'heure, hein, avec ce qui s'est passé mardi aux États-Unis, le racisme systémique. On a créé cette année un groupe de travail qui s'est divisé en deux, là, vraiment quelqu'un qui s'est penché plus sur le racisme systémique en général, mais aussi voir chez nous, faire notre propre auto-évaluation au barreau. Est-ce qu'on est vraiment une profession inclusive? Est-ce que nos membres, qui ne sont pas des Québécois pur laine, se sentent valorisés, se sentent traités comme les Québécois? Mais malheureusement, c'est non. Et on a eu la chance de rencontrer des gens de diverses minorités, des juges même qui sont pas là, de Québécois de souche, qui ont été nommés juges, qui nous ont parlé de leur parcours. Puis, il n'y en a pas un qui nous ont dit qu'ils ont eu un parcours, entre guillemets, normal, comme toi et moi, on peut avoir, Hugo. Là. On se fait pas poser les mêmes questions qu'eux. C'est vraiment, tu sais, on était en 2021, tout ça ne devrait pas exister. Donc, dans mon programme, je parle vraiment là, d'importance de faire des choses dans notre barreau, donc l'ajout de ressources au bureau du syndic, à l'inspection professionnelle, qui viennent d'autres de minorités pour nous aider à mieux comprendre nos membres, parce qu'il y en a de plus en plus. Aussi, dans nos comités, il n'y a pas tant que ça. Les avocats émérites, à chaque année, on essaie d'avoir de plus en plus de minorités. C'est pas facile. Donc, tu sais, moi, comme bâtonnière, je voudrais un peu prendre mon bateau de pèlerin, puis aller solliciter nos membres en minorité, puis continuer à faire en sorte qu'ils se sentent des avocats en part entière, respectés et impliqués comme tous les autres. Ça c'est un de mes thèmes, c'est ça. Mais l'inclusion, comme tu suggères, peut aussi être pour mais les différences de genre aussi. On n'en a pas tant. On commence à avoir des gens de genre différents, mais améliorer ça aussi, parce qu'on en a de plus en plus. La justice chez les peuples autochtones, c'est un grand enjeu aussi qui est relié à l'inclusion. Et je suis très fière de dire que depuis que je suis membre du barreau, on a créé non pas un, mais deux comités qui se penchent sur la justice des peuples autochtones. Un premier au nord de la région de l'Abitibi, mais on a actuellement une membre et je la salue, Isabelle Blouin, qui est de la Côte-Nord, qui, depuis qu'elle est là, nous a suggéré qu'il y avait des enjeux qui
qui était propre à la Côte-Nord aussi pour les peuples autochtones. Alors, on a créé un autre comité. La justice, là-bas, la cour itinérante, c'est pas de la justice, c'est des injustices. Alors, on veut les accompagner, on veut continuer à les aider, à marteler au gouvernement de donner plus de ressources, plus de juges, plus de procureurs de la couronne, procureurs employés par l'aide juridique, des moyens technologiques aussi, des interprètes, ça n'a pas de bon sens. Ils ne sont pas capables d'avoir justice dans leur langue. En tout cas, il y a tellement de choses incroyables encore à corriger. Je sais que, des fois, ils nous disent, ben, c'est bien beau des promesses, il faut que ce soit concret, mais on va continuer à aider le plus possible. Puis c'est certain que ça fait partie de mes priorités de continuer à diriger ces comités-là pour qu'on les aide encore de plus en plus. Tout à fait. Soutien et accompagnement des jeunes membres, ça fait partie de l'inclusion. Le racisme et le harcèlement, c'est un des thèmes de l'inclusion. La justice et les peuples autochtones, comme tu nous as parlé. Les tarifs de l'aide juridique, ça fait partie de l'inclusion. L'accès à la justice, ça fait partie de l'inclusion. Donc, ce sont tous des choses qui sont super importantes. 5 thèmes. Assez rapidement, c'est super le fun de t'avoir entendu. Merci Catherine Claveau, candidate au poste de bratonnière du Québec, de nous avoir entretenu sur les 5 thèmes de ton choix et qui sont tirés de ta plateforme. Donc, on a parlé de modernisation, transformation de la justice, le bien-être psychologique des membres, la valorisation de la profession, l'avenir de la profession et l'inclusion. Maintenant que tu nous as fait cette présentation, je te laisse la parole selon les règles du jeu qu'on a établies pour conclure ton tête-à-tête avec les membres du Barreau du Québec. Le mot de la fin t'appartient pour les 2 prochaines minutes, puis je te jure que je ne parlerai pas, aucune intervention de ma part. Alors, je te laisse aller. Ben, dans le fond, je pourrais terminer en disant pourquoi ce serait important de voter pour moi pour être la future bâtonnière. Vous savez, je pense que j'ai parlé au début de mes compétences, mon expérience, ma connaissance des dossiers. Fait que ça, c'est les 3 principaux arguments. Je pense qu'on peut quand même tenir compte du fait que je suis une femme, puis nous sommes 55% de femmes membres du barreau. On martèle que c'est important de défoncer le plafond de verre. Ben, si on ne convoite pas ces plus hauts postes-là en 2021, ben, c'est comme il faut laisser faire. Fait que moi, je pense que c'est le temps qu'il y ait une femme à la tête du barreau du Québec. Il n'y en a pas eu tant que ça dans le passé. Puis là, ça fait 4 ans quand même qu'on a un homme blanc de Montréal. Alors, un petit peu de diversité régionale, un petit peu de diversité de genre, c'est sûrement approprié. J'estime aussi avoir une pratique qui touche la majorité de nos membres. Moi, je suis d'une petite structure. Malgré ça, j'ai pu m'impliquer quand même dans plusieurs grands comités. Fait que, je pense que ça peut donner l'exemple aussi aux membres qui sont plus dans des petites régions, des petits bureaux, qui peuvent savoir qu'on peut s'impliquer au barreau puis qu'on peut même convoiter le poste de présidente de l'ordre. Pour toutes ces raisons-là, bien, j'aimerais bien que les gens pensent à moi entre le 4 et le 14 mai prochain pour que je sois la future bâtonnière. Mais merci, Catherine Claveau. Je tiens à souligner aux membres, pour ceux qui ne le savent pas, parce que tu l'as mentionné, donc il n'y a pas eu tant de femmes bâtonnières que ça. La première, c'est la juge Bornstein, qui est en 90-91. C'est un peu honteux, je dois dire. Après tous les bâtonniers qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, le premier bâtonnier, attends une seconde, en 1849. Okay? Donc, puis la première bâtonnière en 1991. Wow, je me permets cet aparté-là. Dans 50 ans. Ouais, disons qu'on pourrait faire d'autres choses. Je te remercie beaucoup, Catherine Claveau. C'est super intéressant de t'avoir reçu ici à Question de preuve. Puis je pense que c'est important de t'offrir cette tribune électorale-là. Merci, Hugo. Ça a été un plaisir, vraiment. Je me suis sentie bien accueillie, puis c'était bien le fun. Good. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous voulez en savoir plus sur Catherine Claveau, allez sur son site de candidate à catherineclaveau.com, visionnez sa vidéo introductive et même contactez-la. Il y a un onglet, Me joindre, encore une fois, sur catherineclaveau.com. Je vous rappelle de voter entre le 4 et le 14 mai 2021 sur le site élections sans accent et au pluriel.barreau.qc.ca. Quant à moi, je suis @HRMartin sur Twitter et comme toujours, je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent et qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.